Bonsoir et quel plaisir de vous retrouver ici à Roubaix pour ce grand moment d'histoire, de culture, de vie dans ce musée d'art et d'industrie André Diligent, dit le musée de la piscine. Nous sommes ensemble pour une demi-heure exceptionnelle pour découvrir ensemble tout ce qui s'est tramé pendant ces 6 mois d'ouverture. Alors rassurez-vous, ce lieu magnifique, cette ancienne piscine municipale, ce bassin, rien n'a changé. Ce qui a changé, c'est qu'il y a désormais une nouvelle aile de 1600 mètres carrés ici à la piscine. Qui dit nouvelle aile dit nouvelles œuvres, des sculptures, des peintures, une salle même consacrée à l'histoire de Roubaix. Nos invités viendront évidemment partager avec nous ce moment pendant cette déambulation. Depuis 15 heures, le musée de la piscine a donc rouvert officiellement ses portes. Il y avait du monde, des curieux, des fidèles, évidemment des Roubaisiens qui attendaient énormément ce moment. Et sans plus tarder, nous allons retrouver Laurent Navez avec ce public venu en nombre et un public apparemment déjà conquis, Laurent. Oui, conquis et nombreux, Céline, puisque depuis 15 heures, à l'ouverture de ce musée, près de 5000 visiteurs ont déjà franchi la porte de la piscine. Des visiteurs conquis. À côté de moi, j'ai Vianney avec ses enfants, Robin et Hugo. Conquis, je pense que c'est le bon terme. Ah oui, vraiment magnifique musée et puis une très très belle réflexion sur les nouvelles ailes, très magnifique. Qu'est-ce qui vous a plu particulièrement? On parle beaucoup de l'atelier d'Henri Bouchard. Oui, c'est très très joli avec des nouvelles œuvres qu'on n'avait pas encore vues, donc c'est vraiment l'occasion de voir des œuvres magnifiques dans cette ville de Roubaix. Alors, vos enfants aussi, je pense. Hugo, qu'est-ce qui t'a plu ici? Moi, j'aime bien le fait de passer juste à côté de l'eau. Et sinon, j'aime bien Pablo Picasso, donc ça m'a permis de voir quelques de ses œuvres. Avec une exposition temporaire qui lui est consacrée, qui est très belle. Et toi alors, Hugo? Robin. Moi aussi, j'aime bien passer à côté de l'eau. J'aime bien voir de haut quand on monte d'un étage. Il y a beaucoup de choses à voir. Oui. Qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que vous avez été à un moment craint qu'on touche à l'âme de ce musée finalement avec cette extension? Cette piscine, non, pas du tout. Je pense que les architectes ont bien fait leur travail et puis c'est toujours l'occasion de redécouvrir de l'ancien et puis du nouveau qui se mêlent parfaitement. Très jolie réalisation. Et beaucoup de sculptures. Ici, une aile, on est juste à l'entrée. Là. Ah oui, c'est un musée qui aime beaucoup la sculpture, particulièrement les vieilles œuvres de Giacometti et autres. Très joli. Très bien, merci beaucoup Vianney, merci les enfants. Voilà, je vous l'avais dit, de toute façon depuis le début de l'après-midi, on n'entend que ça, des réactions vraiment de public conquis, Céline. Merci Laurent, et un public jeune que ça fait plaisir. Alors on va vous donner envie dans toute cette émission avec les nouveautés. Ces nouveautés, ce sont des œuvres parfois ressorties des réserves qui n'avaient pas eu l'occasion jusqu'alors d'être exposées. Il y a aussi beaucoup de dépôts, beaucoup de dons, quelquefois même de particuliers. Il y a des noms connus, Mayol, Bouchard, également Giacometti, vous l'avez cité. On les admire tout de suite en images. Alors parmi les grandes nouveautés, c'est cette salle magnifique consacrée à l'histoire de la ville de Roubaix, comme un trait d'union entre l'ancienne piscine et la nouvelle aile qu'on découvrira dans un instant. Bonsoir Bruno Godichon, vous êtes le conservateur heureux de ce musée. Et je le disais, cette salle, vous avez vraiment tenu à ce qu'elle existe. Oui, il y a un lien très fort entre le musée et la ville de Roubaix. Et le site même du musée La Piscine est vraiment l'emblème de la vie sociale de Roubaix. Et on avait, notamment dans les collections, dans les réserves, cet immense panorama. Allons la voir, parce que quand vous avez effectivement décidé de mettre en place, c'était aussi pour lui donner toute sa place à ce panorama. Ça faisait une centaine d'années qu'il n'avait plus été exposé aux Roubaisiens. Oui, en fait, donc c'est une œuvre qui a été commandée par la Chambre de commerce de Roubaix pour l'exposition internationale de 1911,
déposé à la fin de l'exposition et roulé dans les greniers de l'hôtel de ville. Et Pour colmater les revu. fruits. Voilà, il les a fuites. ensuite servi à colmater les fuites de toiture et c'est effectivement des couvreurs qui l'ont retrouvé au milieu des années 90. Trop tard pour qu'on l'intègre dans le projet de 2001, mais on n'a jamais perdu l'espoir qu'il fallait avoir effectivement cet espoir de le représenter un jour. Et la salle a été construite sur mesure pour cette œuvre. Voilà. C'est exactement la même problématique qu'on avait eue en 2001 avec le grand tableau de Gromer qui a dessiné la largeur du hall. Et là, c'est effectivement le panorama de Bailly et Jambon qui dessine la salle de l'histoire de Roubaix. Alors l'histoire de Roubaix, elle est liée au textile. Je vais vous emmener voir une autre œuvre, un coup de cœur, Bruno Godichon, parce qu'on a parlé du patrimoine architectural, on a parlé du bâtiment, mais ce qui fait aussi la richesse de la ville de Roubaix, ce sont ses hommes, c'est aussi sa politique sociale. On va se frayer un chemin parce que les visiteurs sont nombreux ce soir. Je parlais des hommes qui ont marqué l'histoire de Roubaix, notamment Mamadou Ndiaye, qui venait du Sénégal, qui a été très connu des Roubaisiens dans les années 70. Alors Mamadou Ndiaye était effectivement venu à Roubaix dans les années 30 pour créer un club de boxe. Et puis il avait des mains qui étaient meilleures encore pour le soin des douleurs, la chiropractie. Et il avait installé un cabinet sur la place du Pile à Roubaix, où il a eu une patientèle absolument extraordinaire. Et il était vraiment connu très très au-delà de Roubaix, notamment en Belgique. Et une de ses patientes lui a offert, en remerciement des soins qu'elle lui avait prodigués, elle lui a offert ce vitrail qui ornait son cabinet de consultation, qui a été retrouvé chez un brocanteur il y a quelques mois et qu'on a pu acquérir pour le musée. Bruno Godichon, j'ai envie de vous poser une question toute simple. Quels sont les retours des visiteurs que vous rencontrez depuis ce matin ? Voilà, moi, ils savent quand même que je suis engagé dans l'affaire, donc tout le monde me dit que c'est bien. J'espère que c'est la vérité, mais c'est vrai que c'était une belle journée, lumineuse, dans tous les sens du terme, avec des gens qui affichaient des grands sourires. Je crois qu'il y avait des gens qui avaient des inquiétudes sur ce qu'allait être le musée, et notamment le traitement qu'on allait réserver au bassin. Et ils sont contents à la fois des nouveaux espaces, c'est ce qu'ils me disent, des collections qui y sont présentées et du respect du bassin. Les voilà rassurés. Alors ce qui n'est pas anodin, c'est que c'est le même architecte qui a finalement été choisi, qui a gagné le concours, le même architecte qui avait transformé la piscine en musée en 2001. La piscine qui était l'endroit où les Roubaisiens apprenaient à nager, cette piscine art déco des années 30 qui avait fermé ses portes en 1985. On voit ici quelques images. Cet homme, c'est un Parisien, il s'appelle Jean-Paul Philippon, un architecte de la transformation. Florence Mabille de Poncheville et Antoine Morvan se sont glissés avec lui. Regardez. Il en parle volontiers comme le tome 2 d'une même œuvre. En 1998, Jean-Paul Philippon se voit confier l'ambitieux chantier du musée d'art et d'industrie de Roubaix. 20 ans plus tard, le voilà à nouveau l'architecte de son extension. J'ai tiré les fils de ça, c'est-à-dire que les principes même géométriques, de composition qui m'avaient guidé dans l'extension, je voulais les prolonger. Le bassin de l'extraordinaire piscine art déco. Jean-Paul Philippon en a fait le cœur du musée. C'est aujourd'hui l'arbre central d'où partent de nouvelles branches. Là, on a travaillé en prolongement du bassin. Comment le bassin, dans sa configuration, peut-il nourrir ce nouvel espace? Donc on a deux qualités de lumière qui sont différentes, mais il y a cette référence à la lumière du jour dans tous les cas. J'ai toujours considéré que dans un musée, le public devait avoir du plaisir et devait s'orienter par lui-même. On va à l'atelier. À partir de là, on entre chez Bouchard, donc on a restitué tout cet espace-là. C'est la surprise réservée aux visiteurs, le public, ceux qui guident le travail de Jean-Paul Philippon. Il n'a pas tout d'emblée, il découvre peu à peu, mais il peut se retrouver dans les lieux, il peut revenir sur ses pas. On veut des espaces qui aient chacun leur propre caractère et dont la configuration soit en accord avec les œuvres qui sont présentées, bien sûr. Toutes ces œuvres, c'est le public qui les possède. Il ne faut pas oublier ça, ce sont des
c'est un patrimoine public. Et je pense que la vocation du musée, c'est de révéler le mieux possible au public son patrimoine. Et pour révéler ces œuvres, on est parfois allé les chercher ici. Elles dormaient dans les réserves. Nous sommes sortis de la salle dédiée à l'histoire de Roubaix pour nous retrouver ici. Regardez cette salle extrêmement lumineuse. C'est un peu la colonne vertébrale de cette extension. Bonsoir Alice Massé. Bonsoir. Vous êtes la conservatrice adjointe de ce musée. Tout simplement, que trouve-t-on ici ? Alors on trouve différentes œuvres de la sculpture abordées à travers différents thèmes et ici dans cet espace en particulier des images de travail et de travailleurs avec notamment ce projet d'Henri Bouchard d'un monument aux travailleurs anonymes, une longue frise d'une trentaine de figures qu'il extrait ensuite individuellement. C'est un artiste qui a bien sûr regardé Millet, mais aussi Meunier, cet artiste belge, un des principaux représentants du réalisme belge, qui représente ici dans la douleur une mère qui cherche le corps de son enfant à la suite d'un drame qui a secoué les mines du Borinage à la fin des années 80, une figure qui est extraite du coup de Grisou. Voilà. Alors on parle de la mine, alors que la tradition textile à Roubaix était aussi très présente. Bien sûr, mais le thème minier est vraiment très important. On n'est pas très loin de Lens, et pas très loin aussi du borinage flamand. Et le travail est quelque chose qui a longtemps été exalté à Roubaix. Et vous y êtes très attaché. Alors vous avez réussi un tour de force quand même ici, parce que je le disais, il y a certes des œuvres qui dormaient dans les réserves, et puis il y a aussi énormément de dépôts de prêts. On pense à des œuvres de Mayol qui étaient jusqu'alors. Alors comment fait-on pour se faire prêter de telles œuvres ? Alors finalement assez simplement, en rencontrant nos collègues Édouard Papé, Ophélie Ferlier au musée d'Orsay, en listant avec eux les grandes signatures de la sculpture moderne qui manquaient à notre propos. Et le nom de Mayol est apparu avec cette proposition que nous avons bien sûr accepté d'accueillir l'Île-de-France qui date de 1925 et qui fait une belle introduction à la galerie de sculpture. Et puis il y a eu des surprises, paraît-il, des collectionneurs ou même quelquefois des particuliers qui sont venus frapper ici pour vous dire nous aussi on a envie d'avoir nos œuvres ici. Oui, alors après c'est nous qui les sollicitons ou eux qui se manifestent. Ça a été le cas pour la petite châtelaine en plâtre qui a rejoint la petite châtelaine en marbre dans la salle de l'enfance récemment, et puis des dépôts vraiment très récents ainsi que des dons de la famille Cornet, Longuet par exemple, vraiment à la dernière minute, des œuvres qui sont arrivées dans les dernières semaines. Alors je sais que c'est difficile, mais votre coup de cœur ici, à vous ? Alors j'aime beaucoup le nu accroupi de Chana Orloff qui est ici, un dépôt de Beaubourg qui a été très très généreux avec nous puisqu'ils nous ont déposé plus de 40 pièces spécialement pour cette extension du musée. Et c'est une pièce qui est magnifique et voilà, que j'aime beaucoup et autour de laquelle on peut tourner, ce qui est vraiment essentiel pour la sculpture. Eh bien, merci beaucoup Alice Massé. Alors, une autre salle, une autre pièce qui est magnifique ici, qui figure comme étant un moment fort, c'est l'atelier d'Henri Bouchard. Ce sculpteur avait donc son atelier dans le 16e arrondissement de Paris. Il a été transféré ici, chez vous, refait à l'identique, de la Verrière aux Portes. Et je crois que Laurent Navez, vous vous trouvez dans cet atelier. C'est un ensemble qui présente effectivement une vie d'artiste et ses outils. Regardez autour de moi ce foisonnement de sculptures, d'esquisses, de modèles. Cela peut paraître chargé, mais le petit atelier parisien d'Henri Bouchard était comme cela. La reconstitution est parfaite et ne donne pas en tout cas l'impression d'entrer dans une salle de musée. Surprise saisissante en tout cas quand on entre ici. Et je pense que les visiteurs vont en témoigner. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors votre impression, vous, quand vous êtes entré dans cet atelier ? Ah, c'est absolument magnifique. Je dirais même magnifique en 3 mots. Regardez. C'est un musée à lui tout seul. Là, il y a la grande statue, les toutes petites statues. On peut encore se tourner là et voir encore autre chose. Et on peut rester 1 heure comme ça. Magnifique, magnifique. Merci très, monsieur. Très je vois mesdames aussi très intéressées. Bonjour mesdames. Bonjour monsieur. Votre impression alors dans cet atelier ? Bien écoutez, nous sommes tout à fait d'accord avec ce monsieur. Je ne vois pas ce qu'on peut dire de plus. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment magique de voir toutes ces œuvres en même temps. C'est superbe. On n'a pas l'impression d'être dans un musée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, effectivement. On est dans un atelier, on a l'impression qu'on va participer. Non, c'est superbe. Superbe. Voilà. Merci mesdames, bonne fin de visite. Voilà, je vous le disais, impression qui va être unanime, en tout cas de beaucoup de témoignages que nous avons recueillis depuis tout à l'heure. On va maintenant retrouver Céline, toujours avec des sculptures dans une autre salle de l'exposition.
Merci Laurent. Alors ce musée de la piscine ne serait jamais ce qu'il est sans toute son équipe, tous ces salariés qui, pour les 3/4, sont originaires de Roubaix. Ils sont attachés à la ville, ils sont attachés à lieux comme Dounia Merabé que va nous présenter Laura Lévy. Dounia, elle a commencé comme hôtesse d'accueil alors que le musée était encore dans l'hôtel de ville juste à côté. Aujourd'hui, elle est chargée de chasser un petit peu l'argent, de s'occuper du mécénat. C'est un reportage de Laura Lévy et Jean-Marc Vasco. Regardez. Donc, je vais te montrer une œuvre que j'aime beaucoup parce que ce sont les 7 péchés capitaux. Donc, c'est un petit peu religieux aussi. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y a que 2 hommes. Sinon, tout le reste, en fait, ce sont des femmes, comme si les défauts étaient réservés aux femmes. Une femme de tempérament, une femme pressée. Excepté un bref passage devant son œuvre préférée, Dounia Merabé ne s'arrête jamais. C'était quelques jours avant l'inauguration. On va aller voir les ailes Beaux-Arts ? Allez. Elle accueillait Marine en service civique, l'occasion d'une visite accélérée. Allô ? Oh, trop tard. Marine, je te montre la salle qui a été entièrement financée par les membres du Cercle. Donc la salle Histoire de Roubaix. Toute cette salle a été financée par le Cercle des entreprises mécènes. Et sans Dounia, cette salle n'existerait pas, car son métier, c'est justement d'aller chercher les mécènes et leur argent. L'intérêt pour nous d'avoir des mécènes, c'est pas tout simplement d'avoir un chèque au bout du compte. Il faut savoir que dans le projet même initial du musée, qui date de 89, on souhaitait maintenir la relation avec les entreprises étant donné l'histoire de la ville de Roubaix. Elles sont importantes aussi parce que ça nous amène un public que l'on n'aurait pas forcément. Tout ça, ce sont les dossiers de Marion qui étaient là avant toi. Recrutée en 97 comme agent d'accueil, puis guide, Dounia a très vite gravi les échelons. Cette commerciale de souche a réussi à réunir 2 mondes a priori opposés, celui de la culture et de l'économie, jusqu'à devenir un pilier incontournable du musée. Bonjour Marie. J'ai beaucoup travaillé pour y arriver. Donc, mais oui, c'est une fierté. Elle a une écoute et puis elle est très, très, très agréable. Elle a un relationnel très facile. Certaines personnes vont dire oui, mais le mécénat, il y a des gens qui meurent de faim. Oui, effectivement, il y a des gens qui sont dans des habitations insalubres. Oui, il y a du mécénat pour ça, mais pour la culture, il en faut aussi. Même si ça ne se voit pas de l'extérieur, on a une mission au bout du compte qui arrive aux citoyens d'une façon ou d'une autre. Elle dit avoir grandi et progressé en même temps que le musée. Et aujourd'hui, comme lui, Dounia est prête à relever de nouveaux défis. Qu'ils sont nombreux, tous ces amoureux, toutes ces amoureuses du musée de la piscine. On va rejoindre justement dans une salle de l'ancienne piscine, j'ai envie de dire, Laurent Navez, avec un personnage emblématique de la Société des Amis de Roubaix, du musée de la piscine. Ils sont des milliers, Laurent, et ils œuvrent au quotidien, évidemment, pour enrichir encore cette piscine. Oui, nous sommes dans la salle Rémi Coge, emblématique aussi de ce musée de la piscine, avec ce fameux tableau, le célèbre combat de coq, au moins aussi emblématique de la piscine que le bassin en lui-même. Une salle qui a été aussi enrichie de quelques tableaux, grâce notamment à l'intervention de l'association des Amis du musée de la piscine. Et j'ai l'honneur d'avoir le président à mes côtés, donc Maurice Decroix, bonsoir. Bonsoir. D'abord un homme heureux, j'imagine que vous êtes soulagé d'avoir retrouvé votre musée après 6 mois de travaux. Plus qu'heureux, et puis regardez, il fait un temps magnifique, il y a un monde fou dehors. Enfin, toutes les bonnes fées sont de nouveau penchées sur le berceau du musée. Donc on est très heureux, évidemment. Est-ce qu'à un moment, vous avez craint que cette extension puisse, en quelque sorte, altérer l'âme même du musée de la piscine ? C'est pas faux, c'est pas faux, parce que l'âme du musée, c'est le bassin, dont on dit qu'il est à la piscine ce que la Galerie des Glaces est à Versailles. Mais le bassin est toujours là, il n'a pas bougé. Il a même été enrichi de quelques nouvelles sculptures posées. Et puis, les nouvelles, l'extension est absolument magnifique, saluée par tout le monde, une réussite architecturale exceptionnelle, muséographique exceptionnelle. Donc, je crois que le public va être emballé. Et puis, il y a maintenant 2 fois plus d'œuvres exposées qu'avant. Donc, il y aura de quoi passer du temps à la piscine. Alors, un aspect sur lequel j'aimerais qu'on insiste avec vous, c'est cette idée d'un musée solidaire.
qui vous est cher, qui était cher aussi à Bruno Godichon. En quoi est-ce que cette extension va renforcer cet aspect-là de la solidarité ? En fait, Bruno Godichon nous a demandé effectivement d'aider à faire venir au musée ce qu'on appelle les non-publics, les gens qui n'osent pas pousser les portes d'un musée parce qu'ils pensent que c'est pas pour eux. Alors nous, on invite les associations d'insertion, centres sociaux, comités de quartier, on finance leurs visites, les ateliers, donc on est vraiment au service des publics et de tous les publics, puisque Roubaix, vous le savez, est une ville un peu particulière, avec des gens en difficulté, et on essaie d'amener, faciliter l'accès à la culture pour tous. Très bien, merci beaucoup Maurice Decroix. Eh bien, on va retrouver Céline pour continuer la visite de ce musée. Merci beaucoup Laurent, et notre visite se poursuit ici dans l'une des salles d'exposition temporaire. Vous savez, ce musée est ambitieux, ce musée est audacieux et Bruno Godichon ne nous dira pas le contraire. Vous avez convié à nouveau Pablo Picasso pour cette exposition temporaire. Une exposition, regardez, qui est incroyable parce qu'elle tourne autour d'une sculpture, l'homme au mouton, un engagement politique. Oui, voilà, effectivement, Picasso, entre juillet 42 et mars 43, va réaliser cette œuvre qui est le fruit d'un long travail graphique préparatoire, qui est aussi le fruit de recherches, de souvenirs dans des exemples de la sculpture. Il la réalise dans l'émotion de la visite de l'expo d'Arnaud Brecker, le sculpteur favori d'Hitler à l'Orangerie. Donc une réaction contre le rapt de l'idéal classique par l'art et les gouvernements totalitaires. Il la réalise également dans l'émotion de la destruction du patrimoine sculptural de Paris et de France qu'a organisé Vichy. Et après-guerre, cette sculpture va devenir vraiment l'image des mouvements pacifistes auxquels Picasso va beaucoup contribuer après son adhésion au Parti communiste. Pourquoi ce choix, Bruno Godichon ? Alors d'abord, on a toujours plaisir à inviter Picasso. C'est la troisième fois, je crois. C'est la troisième fois, et j'espère qu'il y en aura d'autres pour la piscine et pour les visiteurs de la piscine. On avait des expositions sous le coude, mais autour de la réouverture qui fait une place vraiment très belle à la sculpture, pouvoir travailler une exposition autour d'une œuvre emblématique était, je trouve, un choix intéressant d'un point de vue technique et thématique. Et puis l'exposition était possible grâce au contact que le musée a noué depuis plusieurs années, tant avec le musée Picasso à Paris qu'avec la famille Picasso, qui nous a aidé à localiser beaucoup d'œuvres. Cette émission touche à sa fin. Une question que j'ai vraiment envie de vous poser. Il paraît que vous êtes déjà dans le projet d'après. On parle d'une autre extension en cours dans votre tête en tout cas. Oui, alors on a notamment un projet de donation, enfin une opportunité de donation d'une très très belle collection de céramique contemporaine, ce qui voudrait dire, pour la présenter correctement, un agrandissement. Donc voilà, je vais reprendre mon bâton de pèlerin pour aller solliciter les élus et les mécènes pour essayer de travailler à ce projet de troisième espace, deuxième agrandissement de la piscine. Il y a toujours des enjeux et beaucoup d'énergie chez vous. Merci beaucoup Merci Bruno Godichon d'avoir été à nos côtés. Merci pour ce lieu magnifique. On ne résiste pas à l'envie de vous montrer encore quelques œuvres qui sont dans l'exposition temporaire dans la salle juste à côté, celle d'un artiste contemporain qui nous vient du Sud, Hervé Di Rosa. Hervé Di Rosa, il parcourt le monde et se nourrit du travail des artisans, que ce soit d'Afrique, d'Amérique du Sud, un panorama du monde en quelque sorte. 19 tableaux, on découvre ensemble quelques images. Voilà pour ces expositions temporaires qui seront visibles jusqu'au 20 janvier. Nous terminons cette émission là où elle a commencé. Laurent Navez nous a rejoint. Elle était magnifique cette déambulation. Laurent, j'imagine, votre coup de cœur? Alors moi, mon coup de cœur, c'est le mur des céramiques qui marque en quelque sorte le passage entre cette partie historique où nous sommes avec le bassin et la nouvelle aile. Il y a là des œuvres magnifiques. On peut citer Cohen, Dufour ou Pénicaud. En tout cas, image d'une collection de céramiques qui ne cesse de s'enrichir. Bruno Godichon en a parlé tout à l'heure. Et ça pourrait d'ailleurs justifier un prochain agrandissement. Merci Et Laurent. le vôtre, Céline? Moi, c'est un coup de foudre. C'est pas un coup de cœur pour l'œuvre d'Hervé. On est du côté de Picasso. C'est pas très très loin. Hervé Di Rosa. Ah, c'est ça. Di Tellement Rosa. son œuvre est colorée et pétillante. Elle appelle au voyage. Un coup de cœur en particulier pour cette toile sur bois qui représente la reine de Séville. Voilà, Laurent. Je l'ai vu, il est très beau. Ouais.
Merci à vous de votre fidélité. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles de France 3 ou de France pour cette belle émission. Merci à Milan Tomic à la réalisation, à Marie-Candice Delouvrier à la rédaction en chef. Profitez, tout le week-end, c'est gratuit ici à la piscine de Roubaix. Si vous voulez nous retrouver, eh bien n'hésitez pas, puisqu'elle fermera exceptionnellement ses portes à 23h. On termine en images et en musique. À bientôt.